Retour sur le plateau de Politique en compagnie de Jean-Marie Colombani et nos invités, Dominique Régnier, directeur général de Fondapol et conseiller régional Les Républicains de Languedoc-Roussillon, et Gaël Brustier, chercheur au Cevipol, spécialiste des mouvements radicaux. Justement, on va se tourner vers vous. Nuit debout, donc un mouvement pacifique né des manifestations contre la loi travail. Ils ont installé à Paris un campement à Place de la République et se relaient jour et nuit. Alors on conteste, on discute, on propose. Bref, les citoyens se mêlent au débat. Je vous propose de regarder ce reportage de Laure Wagner et de Mélina Huette. Direct de la Place de la République, on représente ici le public. La République ce soir. Une scène ouverte pour laisser libre cours à l'improvisation. Ces étudiants ont décidé d'apporter leur propre contribution au mouvement. Théâtre, poésie, musique, tout est permis. Quelqu'un qui arrive, hop, qui a quelque chose à dire sur le moment, hop, on laisse s'exprimer. Il faut être attentif à ça. De l'autre côté de la Place de la République, l'Assemblée générale a commencé. Tour à tour, les intervenants se succèdent à la tribune. Étudiants et retraités, chômeurs et travailleurs. Le public est hétéroclite, tout comme les propositions qui concernent tous les sujets de la société. Et ce soir, c'est l'accueil des réfugiés qui est au centre des discussions. Chacun partage son expérience, on débat, puis on vote, dans le respect des règles établies par le mouvement. Une démocratie directe et participative sur le modèle athénien. Comme chaque soir, une infirmerie est installée dès le début de la soirée et un stand fait office de cantine. Au menu, hot dog ou brochette pour tout le monde. Le prix, lui, reste libre. Du haut de ses 18 ans, Théo est mobilisé depuis la première heure. Cet étudiant en droit a participé à toutes les manifestations contre la réforme du travail et depuis jeudi dernier, il se rend tous les soirs ici. Il y a quelque chose qui émerge, il y a une indignation générale qui émerge et il y a un message qui a un sens vraiment qui transcende les gens au-delà des luttes. Il y a un état d'esprit commun qui transcende toutes les luttes. Et à partir de ce moment-là, ça a donné les Podemos qu'on voit aujourd'hui en Espagne. Et je pense qu'il y a réellement quelque chose ici qui peut émerger de ce style-là. Un Podemos français, c'est ce dont rêvent les membres de Nuit debout qui ont pour modèle les indignés espagnols et les images de ces foules immenses sur la Puerta del Sol. Pour l'instant, Nuit debout est loin de rassembler autant de monde, mais les organisateurs sont optimistes. Alex est en charge de la commission communication. Ancien étudiant de Sciences Po devenu DJ, il s'occupe des réseaux sociaux. Le live périscope de Rémi Buzine, qui n'était pas dans l'organisation de la Nuit debout, mais qui a recueilli plus de 80 000 spectateurs et qui a fait sauter les serveurs de Twitter, parce que Periscope c'est une application de Twitter à la base, ça montre l'impact du coup des réseaux sociaux. Plus de visibilité pour attirer plus de monde. Pour l'instant cela fonctionne. Nuit debout grandit de jour en jour et s'étend même à d'autres villes de France. Mais il faudra que ce mouvement s'inscrive dans la durée pour pouvoir devenir une véritable force alternative aux partis traditionnels et peut-être peser sur la campagne de 2017. Alors Gaël Brustier, qui sont ces noctambules? Dans le fond, que veulent-ils? D'où viennent-ils? Et comme dirait Chirac, est-ce que ça va faire pchit? Ça fait une semaine qu'ils se rassemblent. Moi, j'ai passé 4 soirées... Pas en entier, mais enfin... Vous êtes allé sur le terrain, comme dirait... Oui, je suis allé sur le terrain parce que... Pareil, c'est le chercheur. Oui, non, mais je sais. C'est bien, là. Mais... Non, c'est un mouvement qui, au départ, part de la contestation de la loi El Khomri, mais très très vite, il a été avéré qu'il dépassait largement la contestation de cette simple loi. Et d'ailleurs, les organisateurs qui, au début, tenaient un discours qui était, par exemple, la convergence des luttes et notamment la question du salariat, qui était le commun de tous les manifestants, on a très vite vu le
mouvement évoluer et selon les soirées, selon les heures d'ailleurs, la place de la République prend des aspects très différents. C'est-à-dire que ce qui s'y passe à 18h n'est pas ce qui s'y passe à 20h ni à 22h. Et c'est un peu le réceptacle de plein de choses. Ce qui s'y passe le mercredi. Les publics sont parfois très, très, très divers. Néanmoins, ce qui se passe, c'est que c'est un phénomène très générationnel et l'expression de tous les jeunes. Il y a un contexte très parisien, il faut dire les choses. On sort d'un hiver qui a été épouvantable pour la population parisienne et il y a une forme de joie de vivre qui s'exprime de nouveau sur cette place et qui est palpable et que tout le monde sent. Et d'autre part, il y a un contexte économique et social, politique aussi beaucoup plus vaste, où il y a une espèce de ras-le-bol d'être pris en étau entre l'état d'urgence et l'urgence économique et sociale de l'autre. Alors tout ça donne des expressions tout à fait diverses. Vous avez celles des militants politiques qui sont les plus investis, mais j'ai cru sentir qu'ils étaient assez marginalisés selon les jours. Et puis vous avez une expression qui n'a rien de nostalgique d'une grande partie des membres présents. Lundi soir, c'était c'était un public, je dirais, de jeunes entre 25 et 30 ans, travaillant, venant un peu en curieux, participant, n'exprimant pas des idées ni d'extrême gauche ni nostalgiques, mais embrassant tous les sujets possibles et imaginables jusqu'aux élections congolaises et à la situation où une dame est passée expliquer la situation du Congo. Donc il y a énormément de sujets qui sont brassés, tout ça dans une grande diversité. Faut pas regarder ce mouvement avec mépris. Je pense que les gens qui s'y rendent ont une soif de débat public, ont une soif d'expression, de réflexion. Alors parfois il y a une forme de naïveté, parfois il y a une forme d'utopie, parfois il y a une forme d'illusion, mais ni la naïveté, ni l'illusion, ni l'utopie ne sont interdits en démocratie. Bien sûr, mais j'allais dire ça, c'est le côté sympathique, positif des choses. Dans les mots d'ordre, on reconnaît quand même très classiquement des mots d'ordre de l'extrême gauche, classiques. Par exemple, il faut interdire le chômage, ou il faut rendre hors la loi le chômage, ou des choses comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est la référence médiatique. Je ne dis pas nécessairement des gens sur la place, mais la référence médiatique dominante, c'est Podemos. Ouais. On veut faire comme Podemos. Alors, ce que j'aimerais de Gaël Brustier, c'est qu'il nous rappelle ce qu'est Podemos. Parce que c'est pas un parti, c'est pas la démocratie participative, Podemos. Hein, c'est un parti bien structuré. Ouais, c'est la traduction politique peut-être des indignés, non ? Les indignados qui se sont rassemblés, il y avait une forme d'horizontalité, une contestation des formes de la démocratie représentative, la contestation du bipartisme en Espagne, de la constitution, des imperfections de la constitution 78 et d'une démocratie qu'ils considéraient inachevée, et évidemment d'une crise économique qui avait été majeure, puisque le taux de chômage des jeunes avait quand même atteint à un moment donné 52-53%. Donc les indignados voient le jour en 2011, mais il ne faut pas penser que Podemos est l'organisation des indignados dans le débat électoral. En fait, il y a un petit groupe, pour le coup, de chercheurs en sciences politiques, à savoir Iglesias, Herrerón, Bescansa, Monedero et un certain nombre d'autres, qui sont marqués par des thèses en général qui s'inspirent de Antonio Gramsci ou de Ernesto Laclau, et qui estiment, eux, que au nom des valeurs de l'horizontalité, au nom des valeurs des indignados, il faut bâtir un outil politique, ce qui n'était pas vraiment attendu avec toute la dimension anti-politique, changer le monde sans prendre le pouvoir, qui avait présente chez les indignados, mais qu'au contraire, il faut bâtir un parti politique pour entrer dans le débat électoral et entrer dans les institutions avec une honnêteté réel, c'est-à-dire que ce qui est très frappant de la part d'ailleurs de Herrerón et Iglesias, c'est une forme de réflexivité, une forme d'honnêteté, d'analyse au fil de l'eau de leur propre action, où ils dévoilent les difficultés qui sont les leurs, etc. Mais le fantasme de Podemos, qui est très présent, Podemos s'est créé en 2014, les indignés c'est 2011. Oui, donc c'est pour ça que ça précédait. C'est pas une semaine après le début du mouvement. Non, je voulais connaître le sentiment de Dominique Régnier à la fois sur ce mouvement et sur tout ce qui vient d'être dit par Gaël Brustier. Bon, mais c'est difficile d'analyser Nuit debout, parce que c'est quelque chose qui peut effectivement s'éteindre, ou bien être le premier signal. Qui répond à un désir tout de même. Oui, sans doute. Et puis c'est très contradictoire. On a des sentiments partagés, parce qu'on ne peut avoir que du respect pour la prise de parole sur une place publique, etc. En même temps, quand on voit un drapeau rouge, on est aussi un peu choqué par ça, parce que c'est tout de même
le symbole de systèmes tyranniques qui ont fait des dizaines de millions de victimes, et de voir qu'on peut l'exhiber aujourd'hui sans peut-être se rendre compte de ce à quoi ça renvoie. Donc pour vous, c'est un mouvement un peu gauchiste ? Ça ressemble, moi je l'ai pas... Révolutionnaire ? Ça ressemble à... Oui, je ne sais pas, parce qu'il faudrait voir qui faudrait voir qui le compose. Aujourd'hui, si vous voulez, ce type de mouvement, alors là, c'est un peu des indications qu'il faudrait vérifier, parce que je ne l'ai pas documenté, mais dans ce type de mouvement, vous avez trop souvent, aujourd'hui en France, des personnes qui, au contraire, sont relativement protégées. Et les personnes qui sont réellement précarisées ou réellement exposées, bien sûr, on les trouve rarement dans ces milieux-là. J'ai entendu dans le reportage qu'il y avait des chômeurs, etc. Peut-être qu'il y en a, mais c'est pas ça qui se passe en général. Ce sont plutôt, c'est le monde. Il y a une certaine fonction publique qui est présente. Il y a le monde des intermittents du spectacle. C'est un monde particulier, mais qui n'est pas le monde des précarisés ou des exposés tel qu'il existe en France. Et d'ailleurs, je m'empresse de dire, parce que c'est une chose que on finit par oublier, mais en France, il y a plus de chômage qu'en Espagne. Si vous calculez le chômage en France sans prendre en compte la fonction publique qui n'est pas exposée au chômage par statut, vous avez un taux de chômage... Si on prend que la sphère privée. C'est 24%. C'est 5 points de plus qu'en Espagne. Donc voilà, on est dans un pays qui a cette même situation. Alors au chômage, c'est un désastre total, l'emploi en France, un échec complet. Et au fond, c'est assez intéressant de voir que cette manifestation spontanée qui a l'air de s'installer, de se structurer, est partie d'une contestation de la loi, enfin apparemment en tout cas de la loi El Khomri, qui visait, elle, à répondre à la question du chômage. Et on a vu quel débat ensuite. Il y avait une petite référence dans le documentaire qui nous faisait réagir, mais quand on dit que c'est la démocratie athénienne, juste pour le préciser, parce que Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est l'âge d'or de la démocratie athénienne, il y a à peu près, estime-t-on, 500 000 personnes qui peuplent la cité. Et sur ces 500 000 personnes, il y a, selon les moments et les estimations, entre 25 et 35 000 citoyens, pas plus. Et qui sont des hommes, tous sans exception, pas une seule femme, évidemment, faut-il le dire. Les esclaves ne sont que des meubles vivants ou des animaux, ou des intermédiaires entre l'animal et l'humain. Et puis les métèques n'ont pas le droit à grand-chose. Et donc ce sont vraiment, c'est une élite, une aristocratie. Ce serait presque le suffrage censitaire. Ce qui a été après plus tard. C'est une super aristocratie qui ne travaille pas. On ne travaille pas. L'homme libre, le citoyen athénien, ne travaille pas. Il consacre ses journées à la philosophie, à la pratique des arts, de la gymnastique, à l'art de la guerre, à la cité, mais il ne travaille pas. Il y a pour lui les esclaves, les femmes et les métèques qui font ça. Donc c'est pas un exemple dont il faut se réclamer. Absolument. En plus, on fait un peu d'histoire avec vous, donc c'est parfait. Jean-Marie, peut-être... Non, on a parlé d'Emmanuel Macron comme possibilité de renouvellement, j'allais dire presque classique, comme la nuit debout, comme une peut-être forme nouvelle qui est en train d'émerger, on n'en sait rien. Moi, j'y vois beaucoup d'imprégnation d'extrême gauche, mais peut-être les événements me donneront tort au-delà. Et dans tout cela, on ne parle pas de ce qui est le mouvement sous-jacent, qui s'est déjà exprimé puissamment, qui est quand même le vote d'extrême droite. Qui est évidemment apte à récupérer l'image ici de désordre, là de panne du chômage, et ainsi de suite. Et on ne les entend plus, ou on les entend moins, ou peut-être sont-ils moins sollicités. En tout cas, ils ont voulu, en tout cas Marine Le Pen, être un peu plus en retrait, ce qui est une attitude intelligente. Mais néanmoins, voilà, ce mouvement-là continue et derrière cela, il y a une forme d'aspiration au renouvellement, derrière ce vote Front National. Mais peut-être que je rajouterais quelque chose à votre question, Jean-Marie, et ça sera peut-être une deuxième question à laquelle vous pourrez nous répondre. Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui soit entre les deux, c'est-à-dire pas un mouvement citoyen, mais peut-être un jour une sorte de big society qui n'est pas tout à fait... encore en Grande-Bretagne, qui a ses défauts, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à un moment... l'État et la société civile puissent prendre le relais. Mais d'abord, on répond à la première question de Jean-Marie. Le mouvement des Nuits debout naît dans ce qu'on appelle les idéopoles, c'est-à-dire les grandes métropoles connectées à la globalisation. Et ce que l'on observe, ce que l'on peut observer à l'œil nu en discutant avec les gens, c'est il y a une forme quand même de précarité, c'est-à-dire qu'il y avait un livre formidable qui était paru il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années, qui s'appelait Les intellos précaires. Et c'est cette population surdiplômée, mais qui vit avec pas beaucoup, qui est soumise aussi au coût de la vie à Paris ou dans les grandes métropoles. Et c'est beaucoup cette population-là qu'on trouve. Évidemment,
quand on regarde la répartition géographique de Nuit debout, qui se concentre place de la République au cœur de ce qui est maintenant la naine blanche électorale de la gauche, et quand on regarde la supernova, par contre, qui est, si on prend les comparaisons astrophysiques, qui est celle du Front National et qui est à l'extérieur, large extérieur de toutes les métropoles, effectivement, on a deux sociologies qui sont coupées l'une de l'autre. Et l'enjeu, c'est vrai, il y a l'extension nationale de Nuit debout pour qu'ils réussissent. Il y a l'universalisation de leur discours et la conquête de secteurs sociaux avec lesquels ils ne sont pas forcément immédiatement en contact. Et c'est vrai que dans certains discours, le discours de Frédéric Lordon d'ailleurs qu'on entendait, qui consistait à appeler un certain nombre de syndicalistes de grandes entreprises à déferler sur la place de la République pour venir directeur de recherche au CNRS s'y installer. Cette vision-là est peut-être, à mon sens, une mauvaise interprétation de comment fonctionne la France sociologiquement aujourd'hui. On s'arc-boute parfois, ils se sont arc-boutés au tout début, mais ce n'est pas le cas d'une grande majorité des gens, moi que j'y croise. Ils s'arc-boutent sur une vision qui est celle de la société industrielle d'hier. Celle des années 70-80. Hein. Or, c'est peut-être la magie de la transcroissance du mouvement révolutionnaire, mais je ne sais pas. Mais ce qu'on voit au fil des heures, des jours, c'est que vous avez des gens qui ont conscience de basculer dans une société post-industrielle et qui n'ont pas, eux, l'imaginaire de la société industrielle et du parti ouvrier tel que Lénine le concevait. Donc il y a une grande... il y a des contradictions à l'intérieur de ce mouvement. Il va falloir qu'il les résolve, et il va falloir aussi qu'il sache s'adresser, au moins être audible, parce qu'il ne s'agit pas de faire des nuits debout à Forbach, etc. pour l'instant, mais il s'agit d'être audible de la part de l'entière société française, et ça c'est un vrai travail aussi que qui doivent faire. Qu'est-ce qu'on peut trouver, pour répondre à la deuxième question que je posais, sur effectivement à un moment, comment on peut faire un mix, parce qu'on a vu par exemple il y avait vous savez, Alexandre Jardin et ses fameux zèbres sur la société civile. Comment on peut trouver un mix entre la professionnalisation du politique et puis la société civile qui prennent le relais sur certains aspects. Et je donnais un exemple, c'est vrai, la Big Society mise en place ou imaginée un peu par Cameron, mais qui n'est pas tout à fait aboutie et qui a ses défauts. Est-ce que ce serait possible ? De toute façon, il y a des mouvements de ce côté-là, ça c'est sûr. D'une part, il y a des outils nouveaux qui permettent quand même des formes de coproduction qui n'étaient pas possibles il y a 10 ans, et il est sans aucun doute à la fois coproduire des normes, coproduire de la gestion d'administration, c'est-à-dire partager, c'est tout à fait possible, avec des systèmes qui sont de plus en plus sophistiqués. Alors il y a les fameux blockchains qui sont des communautés de développeurs qui créent des univers contractuels. Enfin, c'est un peu théorique de le dire comme ça, mais c'est un peu compliqué d'aller dans le détail, mais c'est vraiment des enjeux tout à fait nouveaux qui sont en train de fonctionner et qui véritablement montrent qu'il est possible, comme jamais, d'avoir des formes horizontales de cogestion, très démocratiques en quelque sorte. Il y a des outils quand même qui le permettent. D'autre part, les États qui sont en difficulté très souvent, en réalité, ont besoin de cette coopération de la société civile. Et puis enfin, il y a aussi quelques règles qu'on peut prendre qui sont simples et qui répondraient en partie à cette demande. J'en prends une que moi je défends depuis longtemps, mais qui n'est pas une idée très, très originale, mais enfin qui est très forte. C'est la limitation du nombre de mandats dans le temps. Si vous introduisez une règle comme celle-là, il y a un renouvellement qui se... automatiquement, et c'est une règle c'est très facile à faire, ça ne présente aucune difficulté pratique, ça n'a pas de coût, et simplement vous contraignez de manière systémique. Voilà. Vous faites entrer quelqu'un en politique, il fait un mandat, 2 mandats, vous limitez à 2 ou à 3, ça ce sont des discussions qu'on peut avoir, mais c'est marginal. Le principe étant la limitation, il faut bien sûr que ce soit relativement court, et les gens ensuite reviennent dans la vie non politique. Il faut trouver des formes d'accompagnement professionnel, mais là aussi on peut avoir des solutions, il existe des solutions pour ne pas laisser des catégories en difficulté une fois qu'elles auraient terminé leur mandat politique. Mais il était indispensable de mettre fin à des carrières qui, entre 22, 23 ans et 80 ans, sont entièrement constituées de mandats qui s'empilent les uns sur les autres et qui correspondent à des privatisations en fait de mandats. On ne vous a pas entendu sur le Front National, Dominique Régnier, parce que vous êtes dans une région, par définition, puisque vous êtes, il faut préciser que Dominique Régnier siège à la tête de son groupe d'opposition au Conseil régional Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, mais qu'il est minoritaire dans l'opposition, puisque la majorité de l'opposition, c'est le Front National. Le Front National, et
ça, je suis d'accord avec vous, Jean-Marie Colombani, sur ce fait que, mais je pense que Gaël Brustier est d'accord aussi, sur le fait que on a cette espèce de grande réussite encore silencieuse ou à bas bruit qui est le vote Front National et qui touche maintenant 7 millions de nos compatriotes sans difficulté. Un peu plus si on fait la comptabilité de ceux qui ont voté une fois pour le Front National et qui ont changé leur vote dans un sens ou dans l'autre. Donc on a maintenant une masse dominante même qui ne s'est pas encore concentrée sur une élection au point de faire basculer l'élection, même si ça s'est quand même en partie produit en 2002. Et ça, c'est le vrai phénomène, je crois. Et dans la mesure où c'est un phénomène qui s'inscrit principalement sur le plan électoral, on a le sentiment que c'est au fond un phénomène dont la puissance est moins grande ou dont qui exprime avec moins de force son impératif. Mais en réalité, c'est là que les choses se passent. Hein. Et c'est ce qu'il y a sur... Alors moi, je ne veux surtout pas regarder, je suis d'accord avec vous, Gaël Brustier, avec un quelconque mépris, ce qui se passe sur la place de la République. Mais on a quand même le sentiment que c'est vraiment pas là que les forces les plus importantes sont à l'œuvre aujourd'hui pour travailler notre système politique. Il nous reste très très peu de temps. Est-ce que vous serez le 12e ? Ah, j'ai compris. Non, surtout pas. 12e mais candidat à la primaire. Non, merci je réagis à ça parce que, comme vous le savez, je pense qu'il y a un petit biais dans le commentaire là-dessus. C'est-à-dire que ce sont des candidats à la candidature à la primaire. Voilà, vous savez. Hein. Oui, bien sûr. Ça va se terminer. Sur la ligne d'arrivée. Peut-être 3-4. Parce qu'il y a une succession de filtres. Voilà, les socialistes ont terminé à 6. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait 6 à la fin, à droite. Hein. Donc, finalement, ce sera... Non, ce qui va être intéressant, c'est de savoir si cette primaire est capable de survivre à l'absence de suspense qu'aujourd'hui les sondages ont l'air d'installer. Ouais. C'est toujours redoutable. C'est toujours redoutable, qu'ils peuvent du coup produire les courses en tête jusqu'au mois de décembre, et puis après... On vous réinvitera pour parler de ça. Merci Gaël Brustier, merci Dominique Régnier, Jean-Marie, on se retrouve la semaine prochaine. Et mes remerciements à Laure Wagner pour avoir préparé cette émission et à l'équipe technique. Merci à tous.